Juste deux ou trois observations préalables qui ne sont pas liées à la session, mais qui sont plus liées à l'organisation de la journée. Je tiens bien évidemment d'une part à remercier et à féliciter l'ensemble des organisateurs pour cette journée passionnante. Je remercie également, tout naturellement, l'IEP, particulièrement Anne d'avoir fait le pari d'évoquer la maladie d'Alzheimer autrement et de contribuer à ce que les professionnels, chercheurs et futurs chercheurs, j'espère, parce que je vois pas mal d'étudiants et je suis extrêmement ravi de voir que cette thématique les intéresse, donc de contribuer à ce que donc chercheurs professionnels avancent ensemble pour contribuer à accroître savoir et pratique par rapport à ces problématiques-là. À titre personnel, je ne me cacherai pas que je me régale aujourd'hui, réellement. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre des échanges sans langue de bois, qui dépassent l'éthique bien pensante actuelle, qui fait, comme le disait Michel Frémentier, qui dépasse aussi tout l'angélisme et qu'on pourrait avoir et être tenté d'avoir par rapport à ces problématiques de vulnérabilité. Et je trouve que vraiment les propos et les échanges de toute la journée ont été extrêmement subtils, fines, et pour participer depuis plus d'une dizaine d'années, je travaille sur cette thématique-là à de nombreux colloques, conférences. Je trouve que vraiment, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'extrêmement particulier et je tiens vraiment très chaleureusement à remercier Fabienne Piel d'être là et d'avoir vraiment pris le temps de nous apprendre tellement de choses. Merci beaucoup, madame. Alors, je reviens sur le cas pratique qu'on va vous présenter. En fait, ce cas pratique est plus un prétexte à la discussion et aux échanges que vraiment une résolution classique de cas pratique où on va essayer de trouver des solutions. L'idée de cette table ronde était de réunir des professionnels extrêmement variés qui n'ont pas encore eu l'occasion de réagir à la thématique, mais il nous semblait intéressant d'avoir leur point de vue et on l'a fait justement à travers l'évocation d'un petit cas pratique. Alors je ne vais pas prendre le temps, quand vous présenterez, je vous laisserai le soin de vous-même présenter votre institution et vos fonctions, sinon on a pour 10 minutes de présentation vu la richesse et le nombre d'intervenants. Je voudrais juste que Solène Guillaume, qui est juste à côté de moi, vous explique son travail de thèse, puisque le cas qu'on va vous présenter est issu de son travail d'observation, pour que vous ayez un peu une idée du contexte de ce cas. Merci Frédéric, merci en tout cas de m'avoir invité à ce colloque avec l'idée effectivement de partir d'un cas réel, puisque c'est un cas que j'ai pu rencontrer pour ma thèse de doctorat en sociologie que je vais présenter très rapidement, et donc de partir de ce cas pour discuter, pour clore ce colloque. Donc j'ai soutenu ma thèse en sociologie l'année dernière à l'École haute études en sciences sociales de Paris. Et donc en quelques mots, je me suis intéressée dans une perspective d'ethnographie économique, donc sociologie plutôt qualitative, donc par entretien, aux enjeux économiques de l'entrée en institution, et notamment aux arrangements familiaux mis en place autour des personnes âgées qui rentrent en institution et autour de la gestion de l'entrée en institution. Et notamment, j'ai pu développer deux grandes thématiques donc, autour de ces enjeux économiques. Deux grandes thématiques croisées qui sont d'un côté les arrangements familiaux mis en place pour financer l'hébergement d'institutions, puisqu'on l'a bien dit tout à l'heure, hein, pour la majorité des personnes hébergées, il y a un reste à charge. Alors comment est-ce qu'on fait pour compenser cette différence entre les revenus de la personne à la retraite, les ressources qu'elle a, et le coût réel de la facture mensuelle de l'institution? Donc d'un côté, les arrangements familiaux mis en place pour payer, puisque au-delà de la demande d'aide sociale, c'est souvent des arrangements en famille qui ont lieu. Et d'un autre côté, et c'est très lié, que devient l'ancien logement, l'ancien domicile de la personne qui rentre en institution? C'est une thématique qui est peu abordée, parce qu'on a tendance souvent à décaler, à suivre la personne du regard, c'est-à-dire quand elle est à domicile, on regarde le domicile, quand elle est en institution, on regarde l'institution.
et je me suis proposé de regarder un petit peu que devient le domicile suite à l'entrée en institution. Voilà. Donc voilà un petit peu pour présenter très rapidement le contexte de ma recherche. Donc je m'étais intéressée à des personnes veuves qui laissaient un domicile vide, des personnes de milieu modeste avec des retraites assez faibles et qui avaient des contacts familiaux puisque j'étais aussi dans cette perspective de sociologie de la famille. Donc c'est un des cas que j'ai rencontré durant cette enquête que Federico va présenter et qui va servir de base à la discussion. Le cas de Monsieur B, comme nous l'avons appelé, qui a donc fait l'objet d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer, un cas qui est restitué ici depuis le point de vue de sa fille, puisque c'est la personne que j'ai pu rencontrer durant mon enquête. Merci Solène. Donc, comme nous suggérait Fabrice, descendons de la montagne et intéressons-nous à la vraie vie. Donc, Monsieur B, 72 ans, ancien employé des postes, veuf, vit depuis 15 ans avec sa nouvelle compagne dans une maison dont il est propriétaire au centre de la France. Il a 2 fils, l'un est cadre, l'autre est informaticien, et une fille qui est également cadre et qui habitent tous les 3 très loin de leur père. Il a une retraite relativement confortable. En 2004, M. B chute et il est hospitalisé près de chez lui. Lors de l'hospitalisation, un diagnostic de maladie d'Alzheimer est posé. Les enfants savaient que quelque chose n'allait pas, mais ne s'en sont jamais réellement mêlés. En effet, depuis le décès de la mère et l'arrivée de la nouvelle compagne, le climat était devenu tendu. Le diagnostic, enfin délivré, confirme, entre guillemets, l'intuition de la fille quant à la maladie de son père. Selon elle, je cite, « Maintenant que je connais les symptômes de la maladie, je peux dire qu'il a la maladie depuis au moins 5 ou 6 ans. » Médecins et enfants se mettent alors d'accord sur le fait que M. B ne peut plus retourner vivre à son domicile. En effet, M. B est sur le point de se séparer de sa compagne sous la pression des enfants qui la décrivent comme maltraitante, entre guillemets également. Selon la fille, je cite, « Quand on a eu le diagnostic, on l'a, la compagne, mise dehors, entre guillemets, car ça n'allait vraiment plus, et de toute façon, elle n'avait plus aucun respect pour mon père. » Il l'accuse de n'avoir pas réagi face aux troubles de M. B et soupçonne une relation intéressée et notamment des détournements d'argent. Les enfants décident donc de son entrée en maison de retraite. C'est d'ailleurs sa fille qui s'occupe de trouver une place près de chez elle, à près de 4 heures de route du domicile de M. B. Après 3 mois d'hospitalisation en cours, puis en moyen séjour, M. B entre en mars 2005 en maison de retraite, près du lieu de résidence de sa fille, sans être jamais revenu à son domicile. Jusqu'alors, il gérait l'argent et son patrimoine ainsi que ses papiers avec l'aide de sa compagne uniquement. L'annonce du diagnostic de maladie d'Alzheimer va être l'occasion d'un renversement de la configuration de gestion qui prévalait auparavant. En effet, c'est dans l'urgence qu'une organisation informelle de gestion se met en place. C'est le frère aîné qui se charge de la gestion administrative et des papiers de son père. La fille gère quant à elle davantage les dépenses et la gestion administrative et quotidienne de son père. La compagne de M. B se trouve alors exclue de toute décision, du fait des tensions déjà existantes. Un bouleversement profond de la vie quotidienne de M. B s'ensuit, entrée en institution brusque, déménagement du centre de la France vers l'ouest de la France, perte de son autonomie de gestion et de décision, éclatement de son couple, intensification et modification de ses relations avec ses enfants. C'est dans ce contexte qu'intervient une demande des enfants de mise sous protection juridique. Elle s'ajoute aux nombreux changements pour former un ensemble de mesures restreignant subitement les marges de manœuvre du père, le protégeant de l'influence supposée néfaste de sa compagne et donnant un grand pouvoir à ses enfants. Une sauvegarde de justice est initialement prononcée, débouchant en octobre 2005 sur une mesure de curatelle renforcée confiée au fils aîné.
Reste que la fille continue à gérer le quotidien, factures, dépenses courantes, le frère s'occupant davantage des papiers administratifs et notamment de la vente de la maison. Le troisième fils reste complètement absent dans la gestion, mais il participe quand même aux décisions importantes. D'ailleurs, c'est la fille qui va principalement récupérer le mobilier et les objets de la maison de famille avec l'accord de ses deux frères. Cet arrangement familial met en lumière une division genrée des tâches. La fille en charge d'une gestion plus quotidienne, le fils en charge des questions liées au patrimoine et aux aspects administratifs. Pour finir, selon la fille, je cite, « Maintenant, le seul lien avec le juge, c'est le rapport que doit fournir mon frère, le bilan de l'année au niveau financier. Sinon, mon frère aîné a tous les droits. Mais bon, c'est surtout symbolique. Disons, c'était pour que tout soit clair. Parce que sinon, mon frère tient un cahier avec tout ce qu'il faut, il note, et tous les étés, on a une réunion annuelle, tous les trois, où il nous montre où ça en est, et où les comptes en sont. Mais c'est quelque chose qu'on avait mis en place avant, dès que papa a été hospitalisé, et quand on a commencé toutes les démarches bien avant la mesure de protection juridique. Voilà le cas qu'on a proposé à nos intervenants, alors cas qui est forcément réduit par rapport à toutes les observations qu'a pu faire Solène durant son travail de thèse. Ce qui nous semblait intéressant, c'était deux choses. D'une part, qu'on aborde à travers ce cas-là des questions qui sont en lien effectivement à l'éthique, au droit et à la citoyenneté, mais qu'on n'a pas forcément abordé ou approfondi dans la première partie de notre colloque. Et la deuxième chose qui nous intéressait, c'était pas tant, parce qu'on n'a pas la suite du cas d'une part, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé de la suite. Donc l'idée n'est pas de résoudre un cas pratique tel, mais plus d'entendre, vu qu'on a des professionnels extrêmement variés qui nous font l'honneur d'être dans cette table ronde, d'entendre leurs réactions par rapport à ce cas, de voir leurs commentaires, pourquoi pas, de nous dire si ça fait référence à des situations qu'ils ont pu connaître ou qu'ils ont à gérer eux-mêmes au quotidien, et plus largement, s'ils en ont envie, de réagir à des thématiques qui ont été effleurées ce matin et que ce cas peut effectivement aborder également. Donc on a une petite heure, je propose une dizaine de minutes par personne, alors soit 10 minutes complètement, soit simplement quelques minutes pour réagir après. Et l'idée également est d'ouvrir la table ronde ensuite à l'ensemble de la salle pour que vous aussi vous puissiez réagir à la fois au propos de nos intervenants, du cas pratique pourquoi pas, mais aussi en termes de conclusion de la journée, si vous voulez réagir à des thématiques qui ont été abordées, ce sera avec grand plaisir.